Roman autobiographique, Harcèlement. Comment la justice a tué la victime. Chapitre 1.2. Un village presque immuable. L'histoire se passe dans un petit village médiéval dans le Lot. Quelques maisons en pierre sont habitées par une quinzaine de villageois. Un château médiéval, le Mérimbel, attire plus de 150 000 visiteurs la moitié de l'année, surtout concentrés du 15 juillet au 31 août. Quelques commerces, dont celui de Pierre, vendent des objets souvenirs et autres biabioles, ainsi que 3 à 4 points de restauration égayent le site. Ce village médiéval semble comme suspendu dans le temps. Entouré d'une épaisse forêt, le château apparaît au détour d'un village comme on apercevrait un bateau fantôme dérivant sur les océans. Majestueux, mais empli d'histoires de batailles, de têtes coupées et de tortures. La vie devait y être rude et la guerre sévit toujours. Sous une forme plus moderne, sans doute, mais tout aussi cruelle et destructrice pour certains habitants. La jalousie, l'appât du gain, l'ego. Il existe tant de prétextes pour se détruire. Animé l'été par la gaieté des touristes, les cris des enfants, la végétation verte et fleurie, ce village reprend son visage dur, ses énergies sombres, dès le mois d'octobre, puis avec la fin des couleurs de l'automne. Difficile de ne pas être informé de la vie de chacun. 8 maisons sont habitées dans le sentier et chaque personne connaît la vie des autres. Au bas du village, il y a les restaurateurs qui n'habitent pas sur place, mais qui animent le village. Selon les occupants, l'ambiance est à la compétition ou à la rivalité constructrice. Ensuite, vient la maison de Jean-Pierre et Marlène, avec son petit étang et sa tourelle. Ils ont transformé une partie de leur maison en commerce, de sculpture et salon de thé. La soixantaine bien sonnée, on a plus l'impression qu'ils misent pour une revalorisation de leurs biens afin de vivre une retraite plus confortable. Et puis, il y a la librairie, reprise récemment par une mère célibataire et sa mère. Elle semble avoir les dents longues et parle essentiellement de chiffre d'affaires. Les cheveux noirs de jais, les yeux tout aussi noirs, un corps mou et grassouillé, tatoué, la fille aime l'argent, mais pas vraiment les clients, qu'elle se permet de molester régulièrement. Dans un virage, un gîte, dont le bas est habité à l'année par une femme très discrète, Coco. Cartomancienne, un peu perdue dans son monde, elle n'est pas vraiment acceptée par les autres villageois. Un peu en retrait, il y a la maison de la doyenne, Bernadette, 75 ans. Elle vit à l'ancienne, dans une grange aménagée, sans salle de bain, et dont la porte principale est restée la porte en bois de l'époque. La cuisine se réduit à 2 feux dans un coffre. Le sol est brut, sans aucun revêtement, de la même nature qu'à l'extérieur, et la pluie suinte le long du rocher dans le salon. Allergique au modernisme ou fervente adepte de l'immuable, Bernadette vit comme il y a 50 ou 60 ans. Rien ne doit changer. Au milieu de livres, de journaux disposés de part et d'autre du chemin menant à sa chambre, Bernadette aime l'art et tenir des discussions avec les érudits. Elle tient une brocante, tout aussi vétuste, qui abrite également de très beaux tableaux de son défunt mari. Vient ensuite la maison habitée par Lucile, une belle bâtisse au milieu du village. C'est la maison que tout le monde prend en photo car elle est juste en dessous du château. Une grande façade en pierre datant plus clair que les autres maisons du village témoigne des travaux de moins de 100 ans ayant permis sa conservation. Elle abrite 2 niveaux de vie, mais l'essentiel se situe à l'étage. Si son commerce a vu le jour au rez-de-chaussée, un jardin, un niveau plus haut, permet un accès direct à la nature. Construite dans un premier temps vers 1650, la maison possède des murs d'environ 1 mètre d'épaisseur et des travaux d'ampleur au cours du temps lui ont permis de s'agrandir pour offrir une superficie d'environ 130 mètres carrés. Légèrement au-dessus, mitoyenne par les jardins, se situe la petite maison restaurée comme gîte par Pierre et Lucile.
Toute mignonne, légèrement excentrée, cette maison dispose de 2 grands jardins sur 2 niveaux. Pierre rêve d'y vivre au long terme depuis longtemps. Juste à côté et en face se trouvent les dernières bâtisses habitées. L'une par une famille avec 3 enfants qui ne sortent quasiment jamais et dont on a le sentiment d'une psychose par le père qui se méfie de tout et de tous. Le mégot toujours à la bouche, les enfants ne sortent pas souvent et ils ne profitent pas du cadre de vie du lieu. Un peu comme s'ils vivaient dans un HLM, dans un quartier défavorisé et dangereux. Peut-être ont-ils raison de se méfier ainsi de leur entourage. La dernière maison occupée est la plus grande maison. Il s'agit d'un couple formé d'un Britannique et d'une Vietnamienne. Il semble que ce lieu attire quelques excentriques ou personnes dotées de psychose, car avec ses yeux un peu fous, le monsieur a des accès de démence qui surviennent de plus en plus régulièrement. Mais est-il dangereux pour autant? Le sentier se poursuit ensuite jusqu'au château en passant le long d'autres bâtiments servant d'échoppe pour 2 d'entre elles et d'une église classée également au patrimoine historique. Le château règne en maître au-dessus de tout ce petit monde. Ses murs d'enceinte l'isolant des bassesses humaines. Sûr de ne plus être attaqué que par l'érosion naturelle des intempéries, il peut dormir tranquillement pendant quelques siècles encore, admiré comme une star par ses visiteurs et mis en valeur par les multiples photos, ouvrages et guides conférenciers. La maison où Pierre, Lucille et Linda ont habité tous ensemble avait été achetée par les parents de Lucille au début de leur rencontre. Soucieux du bien-être de leur fille et petite-fille, Alain et Catherine n'avaient pas hésité à leur proposer l'achat de cette maison en vente depuis plusieurs années. Parmi ses particularités, c'est la seule maison qui possède un terrain non muré le long du sentier qui mène au château, de sorte que ce lieu peut faire penser à une petite place au milieu du village. Sur le cadastre, le terrain est bien visible, mais sur place, on dirait la route, car un jour, le maire de la commune, il y a environ 29 ans, avait décidé de faire goudronner une partie de ce terrain. Lors de ces travaux, la maison de Lucille n'était plus habitée. Une grande brèche ouvrait la façade suite à la détérioration des murs qui avaient pris l'eau à cause d'une toiture trop vétuste. Voyant cette incohérence, Lucille en avait discuté avec le maire et celui-ci lui avait répondu qu'il reconnaissait ce terrain comme faisant partie de leur propriété et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Voici le discours qu'il lui avait tenu 8 ans auparavant. « Bon, écoutez, Madame Berlin, comme les voitures passent chez vous, je vous donne l'autorisation d'utiliser la voie publique pour votre commerce. Quand le sentier sera restauré, on respectera le cadastre et chacun retournera chez lui. Est-ce que ça vous convient ?» Et Lucille avait répondu « Oui, très bien, monsieur le maire, je vais utiliser la voirie pour mettre ma terrasse clientèle pour le moment. On fait donc un échange et on agit en bonne intelligence. Cela me convient tout à fait. Dans combien de temps est-il prévu de restaurer le sentier ? » « Bon, dans 2 ou 3 ans. On vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. » Bien évidemment, tout le monde sait qu'il faut parfois s'inquiéter quand une personne nous dit justement de ne pas s'inquiéter. Tout le monde sauf Lucille. Elle pense que c'est un procédé de bonne intention. Et pourquoi ne pas croire en la parole d'un maire? Ces élus signent bien une charte de déontologie, n'est-ce pas? Lucille a donc pris son mal en patience. Elle a créé un petit point de restauration l'été, en vendant glaces artisanales et quelques boissons, et une terrasse clientèle est donc installée sur le domaine public l'été, et sa voiture garée le long de la maison tout le reste du temps. Mais les 2 ou 3 ans du maire se sont transformés en 10 années. Si les gens signent des documents, c'est peut-être pour éviter que les paroles n'engagent pas ceux qui les prononcent. Le maire avait-il déjà des idées derrière la tête? Pour le moment, Lucille a bien d'autres choses à penser. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à partager afin de retrouver le prochain épisode qui s'intitule
la vie bascule parfois en moins d'une seconde. À très bientôt.